Bonjour à toutes et tous. C'est la dernière conférence, il me semble, dans cette salle-là. Donc on est ravis de pouvoir clôturer cette journée avec vous. Je suis en excellente compagnie avec The Léat. On va se présenter juste après. On a une demi-heure ensemble et on va parler de comment passer de l'outbound à l'inbound marketing avec HubSpot. Alors l'enjeu, bien évidemment, n'est pas de dire l'inbound c'est mieux que l'outbound ou vice-versa. Il faut faire les deux, bien évidemment. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de stratégie all-bound. Mais pour autant, on va expliquer comment The Léat chez Fairly a fait, en collaboration avec nos équipes, pour ajouter ce canal d'acquisition organique, qui est comme un canal d'acquisition qui permet de jouer long terme dans le développement de son chiffre d'affaires et de son activité. Ce que je te propose, The Léat, c'est que tu te présentes et que tu puisses présenter ce que vous faites chez Fairly pour commencer. Oui, alors je suis Zuléat Pradabi, je suis Growth Marketing Manager chez Fairly Made. J'ai connu Make the Grade en amont dans une expérience précédente chez Jalios. Donc j'ai renouvelé ma confiance dès que j'ai pris mon poste chez Fairly Made. Alors Fairly Made, on est une entreprise à mission qui a pour but d'améliorer l'impact environnemental et social de l'industrie du textile. Donc c'est une grosse mission, mais on essaye de s'y employer un maximum possible. Merci beaucoup. Et donc pour ma part, Simon Lagadec, je suis le cofondateur d'une agence qui s'appelle Make the Grade. On se définit comme une agence experte en conseil et en stratégie digitale. Donc notre mission typiquement, c'est d'accompagner la croissance des entreprises B2B et B2C. On fait de l'acquisition de nouveaux clients, mais aussi la fidélisation des clients existants à travers 3 expertises fortes, du web design, c'est-à-dire qu'on réfléchit et on conçoit des sites internet de conversion. Pour nous, ça doit être le premier apporteur d'affaires. Du marketing, bien évidemment, on attire sur ces supports des femmes et des hommes avec qui on veut et on peut travailler. On génère des contacts, on les acculture et on les rend acheteurs de nos solutions. Et notre troisième et dernière expertise est une expertise axée sur le développement des revenus. Donc c'est tout ce qui consiste en alignement marketing que je viens d'évoquer avec les actions des forces de vente terrain, gestion de la donnée, intégration de CRM. Et on est notamment partenaire d'une plateforme qui s'appelle HubSpot, peut-être et sûrement que vous connaissez, peut-être que vous êtes déjà sur la solution. C'est le cas de Fairly Made et c'est vraiment notre cœur de métier. Nous sommes basés à Rennes, nous sommes 35, on a internalisé tous les corps de métier pour déployer nos actions de croissance. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler de cette étude de cas. Alors voici le plan qui nous attend sur la prochaine demi-heure. On va juste réexpliquer un petit peu le contexte, c'est-à-dire quand The Léat est arrivée, d'où elle partait et quelles étaient ses peines finalement. Les 3 enjeux qu'on a identifiés ensemble à nos 2 structures et qu'il a fallu finalement résorber et pour aller plus loin. On vous expliquera les grandes étapes du projet qu'on a mené tous ensemble. L'idée, c'est de vous inspirer, voilà, de vous donner des idées. Donc j'incarnerai la partie mi-théorique, mi-pratique. The Léat incarnera la partie opérationnelle, terrain, par rapport à Fairly Made. On fera une brève conclusion et on passera aux questions-réponses. Surtout, n'hésitez pas, lors des questions-réponses, à poser vos propres défis. On y répondra avec grand plaisir. Et puis, ce sera l'occasion aussi de pouvoir inspirer les autres personnes dans la salle. Sans transition, allons-y. Donc, derrière cette slide très barbare, se cache en réalité la situation de The Léat quand tu es arrivé. Merci pour la slide barbare. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée chez Fairly Made. Voilà, donc au début, c'est le seul canal d'acquisition que vous aviez, c'était l'outbound. Et je te laisse expliquer pourquoi ça te limitait dans tes actions marketing. Exactement. En fait, il n'y avait pas forcément d'équipe marketing chez Fairly Made. Quand je suis arrivée en tant que manager. Et avant ça, il n'y avait pas forcément de responsable. Donc, c'était les sales qui étaient en charge de ramener les leads. Donc, comment ça se passait ? D'abord, ils identifiaient les marques, puis un persona spécifique qu'ils voulaient contacter. Ils récupéraient une adresse mail via un outil. Ensuite, tout cela était transposé sur différents fichiers Excel. En fait, chaque sales avait un fichier Excel. Et donc, à partir de ces fichiers Excel, ils faisaient leur propre import et leur propre campagne sur un outil d'emailing. Ensuite, à partir du moment où ils avaient un premier contact, ils passaient le contact sur Salesforce. Donc, vous pouvez deviner que tout cela n'était pas forcément très propre. Et c'était le chantier qui m'a forcément amené à contacter Make the Grade.
Donc aujourd'hui, vous êtes plus sur Salesforce pour le côté commercial? On n'est plus sur Salesforce, il y a une hésitation, mais on s'est dit qu'il valait mieux être tous sur un même outil qui est donc actuellement HubSpot. Mais il y a quand même eu une latence parce que moi je voulais quand même démarrer les projets, activer l'inbound marketing. Donc je me suis mis directement avec mon équipe sur HubSpot. Et ensuite il y a eu quand même 2 mois de transition pour les sales pour vraiment migrer sur HubSpot. Mais moi j'ai été en amont parce qu'il fallait démarrer, on est en start-up, on avait levé des fonds, donc j'y étais directement. Ouais, je pose la question parce qu'en fait, Salesforce et HubSpot peuvent cohabiter très très bien. On a de nombreux clients comme ça. Mais si on veut centraliser les outils, etc., les données, les utilisateurs, bon, c'est aussi des bonnes solutions. Donc, on est arrivé dans cette situation-là. Tu nous as exposé ton problème. On a tout de suite identifié qu'il y avait une dépendance à un seul canal d'acquisition qui était un canal d'acquisition sortant, que sur le côté organique, vous n'aviez pas encore les outils nécessaires pour pouvoir embrayer sur ce chemin-là. Et donc, voici les enjeux qu'on a ensemble identifiés. Le besoin de convertir une audience qui arrive organiquement avec un système de paliers finalement pour pouvoir nourrir vos commerciaux, leur pipe, leur activité. Il est beaucoup plus simple de closer et de signer des relations d'affaires avec un lead qui vient d'un canal d'acquisition inbound qu'avec un lead qui est dans un canal d'acquisition outbound. Bien évidemment, c'est possible, mais ce n'est pas les mêmes rapports de force parce que l'inbound marketing, l'idée, c'est de prouver par les contenus qu'on est en mesure de résoudre les problématiques de nos prospects, de nos clients. Donc, quand ils ont identifié ça, le fait qu'on peut être un bon allié vers eux, le moment où ils décident de prendre contact avec nous pour générer une demande de projet, de devis, etc., on a quand même une sacrée partie du chemin qui est fait. Donc l'idée, c'était de se dire, OK, comment on vous accompagne là-dessus pour y arriver. Qui dit action marketing dit qu'il faut pouvoir mesurer, qu'il faut pouvoir traquer pour pouvoir bien itérer. Donc là aussi, il y avait un sujet lié au tableau de bord, à la donnée, aux metrics. Donc on a également pris ce sujet-là à bras-le-corps. Et enfin, améliorer la donnée, la qualification des pistes d'affaires. Donc là, c'est tout ce qui est corrélé au système finalement de gestion de la donnée, de CRM. Faire des actions marketing, c'est bien. Faire des campagnes, c'est top. Mais encore faut-il faire en sorte que la donnée agrégée puisse servir les commerciaux, tout comme servir l'équipe marketing, dans laquelle tu fais partie, pour pouvoir faire perdurer les relations d'affaires, gérer des futurs upsells, anticiper d'éventuels lancements de produits, etc. Alors, on est tout simplement reparti de la base. Tu as parlé de personas, vous les aviez déjà fait. Je vais quand même réexpliquer le principe pour que tout le monde l'ait. Aujourd'hui, et c'est surtout le cas en B2B, il faut savoir que quand une problématique tombe dans le quotidien de vos cibles prioritaires, ça les frustre, ça les ralentit dans leur quotidien, dans l'atteinte de leurs objectifs. Et pour 8 personnes sur 10, elles vont formuler cette problématique-là sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. On va partir du principe que dans la plupart des cas, c'est sur Google. Et en fait, il faut que ce soit vos contenus qui soient présents en face. Et systématiquement, avant de faire appel à l'un de vos commerciaux, ces personnes-là vont passer par 3 phases de réflexion. La première, c'est la phase de prise de conscience. J'ai mon problème qui me tombe dessus. Tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Je le formule sur Google. Je me rends compte que je ne suis pas la première personne à vivre ce moment-là, que d'autres l'ont vécu. Il faut savoir qu'en B2B, le mimétisme est hyper puissant. Donc si certaines personnes l'ont rencontré ce problème-là et ont réussi à le résoudre, il n'y a pas de raison que j'emprunte le même chemin et que je ne puisse pas y arriver. Donc, je vais me documenter. Une fois que je vais être au clair avec ma problématique, je vais rentrer dans une seconde phase de réflexion, qui est la phase de considération ou d'éducation. Donc en fait, je vais affiner mes recherches, je vais regarder les différentes solutions qui s'offrent à moi pour résoudre ma peine, combien ça coûte, est-ce que ça doit mobiliser des ressources internes, externes, est-ce que je dois solliciter des outils, etc. Je vais pouvoir le budgétiser, et puis je vais pouvoir finalement shortlister les différents acteurs, actrices et entreprises qui vont pouvoir m'aider dans la résolution. Et enfin, on a la phase de décision. Donc là, c'est quel est le petit plus que vous allez pouvoir donner pour que la prise de contact avec votre entreprise et vos commerciaux puisse être simplifiée. Alors, en France, on est très très bon sur la phase de décision, peut-être un petit peu trop, au point qu'on en oublie les 2 autres premières phases, en fait. Regardez vos sites internet, si vous avez une seule page contact et un seul formulaire générique, généraliste pour l'ensemble de ces phases de décision, déjà là, vous avez un critère de développement. Donc voilà, juste pour que vous puissiez rentrer chez vous, dans vos entreprises, avec des petits leviers faciles à activer, vous pouvez vous intéresser à est-ce que j'ai des contenus sur les 2 premières phases, est-ce que je suis actif et dynamique dans la création de ces contenus-là. On va retrouver par exemple sur la phase de prise de conscience tout ce qui va être article de blog pour rester simple. Sur la phase de considération, ça va être les études de cas, ça va être des morceaux de process,
ça marche très très bien pour faire de la génération de contacts et commencer à les acculturer. Des checklists par exemple. Ça peut être des simulateurs d'intelligence, c'est-à-dire expliquer via un formulaire le ROI à aller potentiellement trouver, chercher via vos solutions. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que vous pouvez exploiter. Un petit mot sur la phase de prise de conscience et sur les articles de blog. Vous l'avez peut-être vu, l'intelligence artificielle devient extrêmement important et notamment Google est en train de lancer la sienne avec Bard, c'est on va dire leur intelligence artificielle à eux. Et jusqu'à là, ils avaient fait pas mal de flops sur le lancement de leur IA. Excepté la semaine dernière, ce qu'ils ont montré en démo est plutôt très prometteur. C'est-à-dire que dans les résultats de recherche, on va retrouver beaucoup d'informations qui feront qu'elles seront tellement qualitatives que les internautes ne cliqueront plus sur les liens qui se cachent derrière. On va avoir moins de trafic sur nos sites. Mais pour certains types de contenus, tout ce qui est contenu de début de réflexion, vous savez, les contenus qui peuvent être un petit peu des top 8 des techniques pour faire telle chose, etc. Tout ça, ça ne va pas générer de clics. Par contre, il y a une opportunité quand même pour nos entreprises B2B, c'est de faire un focus sur des contenus qui sont vraiment très experts et qui ont vraiment du fond. Donc tout ce qui est un peu clickbait, arrêtez tout de suite ça parce qu'en fait on va perdre 90% du trafic et privilégier les articles de fond. Et j'entends par là par exemple tous les contenus qui sont sur nos livres blancs et qu'on a l'habitude de mettre derrière des formulaires. Arrêtons de les mettre derrière des formulaires. Remontons-les en format article de blog, page pilier, études de cas, etc. pour jouer sur le SEO. Et à l'intérieur de ces contenus-là, mettons plutôt des boutons d'appel à l'action et des contenus, comme je le disais, avec des bouts de process, avec des simulateurs intelligents, des replays de webinaires. Tout ça, c'est efficace, ça va le rester et ça va nous permettre de maîtriser quand même l'évolution de notre trafic tout en maîtrisant nos taux de conversion. Et dernier conseil, juste ici, c'est de rajouter une quatrième étape, qui est l'étape de fidélisation. Encore une fois, là aussi, ça va nous permettre de créer des types de contenus qui vont permettre, une fois qu'on a fait la signature de la relation d'affaires, de la faire perdurer dans le temps, etc. Et on retrouve ici d'autres types de contenus, comme des bases de connaissances, etc. Et c'est aussi des contenus in-band qu'on peut utiliser. Est-ce que tu veux compléter sur cette slide-là ? Tu as été super complet. Mais je pense que c'est super intéressant aussi de réfléchir à l'amont du projet. Ce que je dis souvent à mes équipes, c'est il faut se mettre à la place des personas et se dire comment ils vont nous retrouver. Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ça va être quoi leur première question ? Et même les questions les plus bêtes. Parce que souvent dans nos équipes, on se dit ah mais il y a ce mot-clé-là, tout le monde le connaît. En fait, ils ne le connaissent pas, il faut l'expliciter. Donc c'est pour ça aussi qu'on a développé un baromètre avec vous et qu'on espère sortir en septembre, qui permettra en gros à nos personas, donc à nos cibles, de directement remplir un formulaire pour savoir où ils en sont dans leur phase de projet et ensuite nous répondre, voilà, vous en êtes là, c'est très très bien, il y a encore ces steps-là, venez à nous et on en parle. Et je pense que c'est ce genre de contenus qui sont plutôt intéressants et interactifs à développer. Puis en plus, quand on complète le baromètre, on peut envoyer les résultats par un email de suivi. Et dans cet email de suivi-là, en fonction des résultats, on peut programmer, OK, on va renvoyer le lead vers tel contenu in-band, vers tel autre contenu in-band. Et là encore, on fait participer ces contenus-là à l'éducation de nos leads pour les rendre plus facilement acheteurs. Donc là, on a parlé un peu de la partie stratégique qui est un petit peu plus lambda. J'imagine que vous avez ces informations-là chez vous. On va parler de l'aspect création des atouts de conversion. Donc là, on a donné des exemples avec le simulateur ou le baromètre. Ça peut être intéressant, une fois qu'on était parti de ce constat, de cet audit-là, qu'est-ce qu'on a fait à vos côtés pour justement faire en sorte que ces leads, ce trafic organique-là, soit capté, qu'on puisse recueillir de la donnée dessus et puis préparer le terrain pour les commerciaux. Exactement. Une fois qu'on a pu faire tout ce constat de data, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait qu'on active plusieurs canaux, donc il fallait faire une sélection de canaux à activer. Ce qu'on a voulu faire, c'est des webinaires, parce que ce qui est intéressant avec les webinaires, contrairement au physique, on va dire, on maîtrise plus la donnée, on peut plus la travailler par la suite. Donc on allait vers Livestorm, qui est vraiment un bon outil avec une API où on retrouve facilement les informations sur HubSpot. Pour vous dire, j'ai moi-même fait l'API, donc c'est assez incroyable. C'est
voilà, incroyable dans le sens, ça a marché directement. Ça, c'était incroyable. Donc ensuite, on est allé vers une vraie stratégie de content. Donc la première chose qui a été à faire à moi en tant que manager, ça a été de recruter une content manager et aussi quelqu'un de super fort en social media management. Donc pour pouvoir créer du contenu, forcément, on a quelqu'un qui écrit, mais il faut aussi les outils derrière. Donc on a pu faire des landing pages, vraiment, mais c'était troublant parce que chez Fairly Made, on est dans la mode, donc on est beaucoup dans l'esthétisme et notre peur en faisant des landing pages sur HubSpot, c'était de perdre notre DA. Et grâce à Make the Grade, on a pu vraiment avoir de très très belles landing pages qu'on arrive à adapter pour tous nos contenus. Donc ça a vraiment été un atout pour nous. Les personnes qui arrivent sur nos landing pages ne peuvent pas se dire on est sorti, on est sur du HubSpot, là on est traqué. Franchement, on se dit, on est toujours sur le site Fairly Made et ça a vraiment été un atout. Ensuite, grâce à ces landing pages, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un e-book. Donc, on a fait différentes landing pages pour différents types de canaux d'acquisition, donc événementiel, e-book et autres. Et donc, on a créé un e-book avec des journalistes. Donc, ça a eu quand même une grosse force de frappe. Et on a pu quand même convaincre ces journalistes d'utiliser notre landing page parce que la landing page était nickel. Donc dans leur campagne, ils faisaient retomber sur les landing pages et ça nous a permis de scraper de la donnée de leur base de données directement sur HubSpot. Ce e-book, donc actuellement, on le travaille toujours. C'est un sujet sur les législations. Et en fait, on a pu boucler une boucle parce que derrière, on a aussi fait un webinaire sur ce sujet des législations. Et donc, les sales, ils ont l'information directement sur HubSpot, législation. Ces personas sont intéressés parce qu'ils ont téléchargé le e-book et derrière, ils ont participé au webinaire. Donc, red flag, mais du bon côté. Allez-y, vous pouvez travailler le lead. Excellent. En plus, tu peux aller encore plus loin pour terminer cette boucle, comme tu le disais, où le webinaire, maintenant, tu peux le recycler en article de blog, Exactement. à l'intérieur duquel tu mets le replay du webinaire en bouton d'appel action, tu remets le e-book et ça fait perdurer les contenus et c'est assez efficace. Et encore plus loin, parce qu'on avait fait un business case. Donc en fait, juste l'objet d'un webinaire peut aller beaucoup plus loin en termes de contenu. Ça, c'est vraiment un conseil que j'ai pour tous les marketing managers. C'est on fait un événement, on fait un webinaire, mais derrière, il y a du contenu. Donc on a eu un client qui est venu témoigner. Ce jour-là, ça nous a permis de faire un business case qu'on a aussi mis à disposition sur notre site internet, en plus du replay et en plus du e-book derrière qui nous a permis de nourrir. Ouais, super efficace. Et dernier rebond sur cette slide-là, tu parlais de la facilité de la landing page dans son administration. Ça, c'est vraiment une de nos missions, quoi. C'est-à-dire que dans ton quotidien, tu n'as pas le temps pour faire du design, tu n'as pas le temps pour faire du dev. D'ailleurs, tu n'es pas dev. Donc nous, le but du jeu, c'est de fournir en fait la bibliothèque de modules pour que si demain tu dois lancer hyper rapidement et agilement de nouvelles pages d'atterrissage, tu puisses cloner, faire toi-même tes contenus. Et voilà, en un quart d'heure, tu fais ta landing page. Le plus long, c'est de faire les contenus textuels et encore avec la génération de textes de l'IA sortie cette semaine sur HubSpot, c'est même plus une peine. Voilà. Donc toi, c'est une de nos... N'ayez pas peur, les content managers. On a toujours besoin, évidemment. Toujours besoin. Ouais, bien sûr. Donc, en parallèle de cette création d'atouts de conversion, on a travaillé sur un data model, ou on pourrait dire une charte de bonne conduite de la donnée CRM de Fairly Made. Donc ici, le but du jeu, c'est de faire en sorte que, qu'on soit au marketing, à la vente ou même au service client, etc., c'est que tout le monde ait connaissance des règles du jeu pour utiliser les propriétés. Parce que le but du jeu d'une propriété, quand elle existe, c'est que ce soit intuitif à l'utiliser, que chaque utilisateur, en fonction de la phase de cycle de vie client avec laquelle on interagit, puisse savoir quelle est la bonne qualité de la donnée pour que ce soit bien complété, qu'on puisse capitaliser dessus pour faire, par exemple, des campagnes emailing, des workflows de nurturing, etc. Est-ce que là aussi, tu peux expliquer un petit peu comment on a fonctionné avec vous sur ce sujet ? Oui, alors comme je le disais précédemment, tous les sales avaient des fichiers différents. Donc forcément, les propriétés n'étaient pas bonnes, donc il y a eu un gros boulot à faire. Bon, personne n'était très motivé, mais il y a un moment donné, si on veut que tout soit clean, il fallait motiver les troupes. Et je conseille vraiment de travailler avec les sales directement parce qu'ils ont des informations que nous, on n'a pas forcément. Et parfois, ils écrivent aussi des informations qu'ils ne veulent pas perdre, mais qui peuvent se perdre à l'import. Donc ce qui est le plus important, c'est vraiment de cleaner sa data. Et c'est là où on a vraiment demandé de l'aide à Make the Grade. Dans le sens, l'import, ça a été
été la manipulation la plus importante et la plus délicate parce que c'est le moment où on peut perdre énormément de données. Et donc surtout pour une bascule de Salesforce à HubSpot, c'était un enjeu vraiment important du point de vue des sales qui avaient très peur. Nous, on était super motivés, mais eux, ils avaient surtout peur de perdre de la donnée. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a réuni vraiment tous nos fichiers, on a essayé de faire un fichier. Derrière, on a Clara donc, qui travaille chez Make the Grade qui nous a aidé à tout cleaner et qui a ensuite fait l'import. Pourquoi ça a été capital? Parce que moi, derrière, j'avais fait vraiment un boulot de persona que je voulais reproduire sur HubSpot. Et donc, c'est possible à partir de listes, si on segmente bien à partir de bonnes propriétés. Donc, les propriétés étaient mises en place. Et grâce à ces propriétés-là, j'ai pu créer différents personas que je peux viser avec des campagnes qui sont donc plus personnalisées et plus pertinentes. Et c'est comme ça qu'on augmente le taux d'ouverture. C'est avec des campagnes pertinentes. Ouais, exactement. Et dans HubSpot, en fait, cette donnée qui est propre en l'état et qui continue d'être propre en fonction de la génération de leads et de contacts, on s'en sert pour créer ce qu'on appelle des listes dynamiques dans HubSpot. Donc une liste dynamique, c'est une liste où on va mettre des critères à l'entrée, des critères à la sortie. Elle va vivre. Il y a des contacts qui vont y rentrer, des contacts qui vont sortir en fonction des critères qu'on y met. Mais c'est ce qu'il y a de plus efficace et puissant aujourd'hui pour faire effectivement ces campagnes d'emailing notamment. Et ça fonctionne sur les taux d'ouverture, oui, mais également sur les taux de clics. Et c'est la finalité, c'est que ça puisse interagir avec nos contenus en fonction des cas spécifiques. Et effectivement, big up à Clara, qui est un super taf. Donc voilà, on avait nos atouts de conversion, on avait la segmentation qui était prête, on avait les contenus aussi qui étaient créés. Restait maintenant à diffuser sur les bons canaux la campagne. Vous avez ici un aperçu, on a cité certains des outils canaux de diffusion que nous avons utilisés pour aller rencontrer vos personas sur le marché, interagir avec eux. Donc on a un mélange de social media, on a un mélange de CRM et d'emailing avec HubSpot, on a un mélange de solutions vidéo avec Livestorm. Peut-être qu'on peut compléter pour amener des nouveaux éléments, c'est sur la partie social media, LinkedIn, Instagram, Twitter. Oui, donc on s'est aussi aperçu en faisant une étude des personas que nos personas étaient sur différents canaux d'acquisition. Par exemple, on a les chefs de produits qui sont énormément sur Instagram. On a d'autres personas qui vont être plus les Head of Sustainability, qui vont être plus sur Livestorm parce qu'ils vont vouloir entendre un discours d'experts. Donc, ils vont plus assister à des webinars. Et en fait, pouvoir viser ces canaux en fonction des personas grâce à HubSpot, ça a aussi été clé. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, après ce projet-là, c'est intéressant de voir la même chose, le logigramme dédié à l'inbound chez Fairly Made. Donc ça a duré combien de temps le projet 3 mois? Je pense qu'il y a quand même tout qui était... J'essaye de voir... Décembre, c'était prêt. Moi, je suis arrivée en septembre. Okay. Contact de Clara en octobre. C'est à peu près ça, 2 mois et demi, 3 mois. Ouais. Au bout des 3 mois, voici ce que ça donnait. Donc on a sur la gauche les différents canaux que nous exploitons, donc les campagnes emailing, campagnes médias, donc là c'est plus de l'ADS, social media et événements, donc là je pense c'est plutôt les webinaires quand on entend par là. Toutes les données d'acquisition, etc., qui peuvent varier d'un canal à un autre remontent directement dans HubSpot. Donc c'est importé nativement, bien évidemment, grâce au formulaire intelligent. Ce qui nous permet directement, en fonction de la donnée, des verticales concernées, des tailles d'entreprise, etc., d'envoyer les bons leads qualifiés et matures pour un acte d'achat aux bons commerciaux. Et après, eux, ils prennent le relais. Et c'est là où on arrive à de super bons résultats. En termes d'évolution de session, et encore c'est un début, ça va de pair avec la création de contenu, mais aussi en termes de conversion de contacts créés, on aurait pu rajouter le mot qualifié. Voilà. Est-ce que tu as des chiffres, on ne l'a pas noté là, mais par exemple sur l'impact business que ça a eu Justement, aujourd'hui, j'ai un petit peu fouillé sur HubSpot et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une donnée en fonction des campagnes. Bien penser à chaque fois relier les campagnes avec les emailing. On peut voir le marketing, combien de chiffre d'affaires a été influencé. Et j'ai vu que la newsletter a influencé 500 000 € de chiffre d'affaires, donc c'est plutôt pas mal. Et on a démarré la newsletter en janvier. Donc là, tu fais référence à la fonctionnalité campagne d'HubSpot. Donc là, en fait, on a plein de pièces de puzzle finalement qui sont dans HubSpot, certes, mais indépendantes les unes des autres. Il y a une fonctionnalité campagne qui permet en fait de dire, par exemple, persona Intel campagne sur la législation X. Et en fait, on peut y rattacher toutes les pièces de puzzle. Les boutons d'appel à l'action, les landing pages,
les ads, etc. Bref, on recolle tout et puis on a accès directement nativement aux métriques de génération de trafic, de taux de conversion, de nouveaux contacts créés, de contacts déjà existants dans la base et qui ont reconsommé nos contenus, donc finalement les contacts qu'on nurture et qui sont fidélisés, et en bout de ligne, le chiffre d'affaires influencé. Ce n'est pas un chiffre d'affaires direct, on pourrait le calculer, cela dit, mais c'est un chiffre d'affaires influencé, c'est-à-dire que toute personne qui est closée en bout de ligne a systématiquement consommé une partie de ces contenus-là. Il suffit d'aller sur la fiche contact ou la fiche de la transaction ou la fiche de l'entreprise pour aller regarder derrière le détail des pièces de contenu qui ont été consommées. Et c'est là où c'est top parce que c'est là où l'itération elle est hyper efficace. On est vraiment sur du concret et du réel. Sur la fonctionnalité campagne ouais, tout à fait. Elle est existante dans la partie Hub Marketing, à partir de la version Pro. Elle n'est pas sur la version Starter, mais Pro et Enterprise. C'est vraiment la finalité d'avoir la partie marketing sur HubSpot, c'est d'avoir tout ça dans les campagnes, c'est natif, on n'a plus des fichiers Excel à gauche, à droite, enfin, c'est vraiment top. On vous a affiché ici, on a voulu vraiment conclure un petit peu cette présentation avec les différents stades de l'inbound, donc la fameuse méthodologie attirer, convertir, conclure, fidéliser. Vous aurez sans doute accès aux slides et vous pourrez un petit peu faire votre mini-audit, c'est-à-dire sur chaque étage en fonction de quels sont vos enjeux. Est-ce que je dois attirer plus de trafic? Dans ce cas-là, hop là, j'ai ces éléments-là que je peux utiliser. Est-ce que je dois augmenter mes taux de conversion? Voici les leviers, etc., etc. Et ça vous permettra de pouvoir tout de suite identifier là où vous pouvez diriger vos efforts pour les prochains mois. Donc ceci étant dit, aujourd'hui chez Fairly on a cette première campagne qui tourne. On va pouvoir en développer d'autres et puis augmenter la cadence de génération de leads et d'activation des demandes. Et le principal enjeu maintenant, c'est de fluidifier la communication entre ce scope marketing et les actions commerciales. Et donc, c'est ce qu'on voulait dire ici pour finir. La prochaine étape, ça va être de créer un lead scoring. On l'a déjà. De le parfaire. Oui, de le parfaire. Et en fait, actuellement, on a un scoring. Mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est plus développer les dashboards. Parce que du coup, on a été un peu une usine à gaz avec le marketing et les sales nous disent mais en fait, on n'a pas eu le temps de pouvoir traiter tous les leads que vous avez générés. Donc en fait, notre vrai enjeu en ce moment, c'est de pouvoir créer un lien et aussi pouvoir créer des dashboards qui font que les sales ont l'information directe de ce qui se passe. Ouais, donc en fait, il y a différentes typologies de tableaux de bord que l'on recommande dans HubSpot. Il y a bien évidemment le tableau de bord commercial macro, donc vraiment la vue générale du chiffre d'affaires, de son évolution, du forecast, etc. Ce que tu décris, il est hyper important aussi, c'est des tableaux de bord pour chaque représentant commercial. Ils n'ont pas tous le même métier, il y en a qui sont peut-être plus à la chasse, d'autres qui sont plus au closing, etc. Et il faut qu'ils aient leur propre feuille de match avec les modules qui sont alimentés en automatique via leur activité, les calls passés, les mails envoyés, que sais-je, etc. Et donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir faire effectivement ensemble. Quand je disais lead scoring, effectivement, vous en avez un, et c'est plutôt, en fait, dès qu'on a des nouveaux contenus, des nouveaux atouts de conversion que l'on crée au fil de l'eau, faut les inclure au lead scoring. Donc le lead scoring, il est hyper évolutif. C'est vrai. C'était plus comme ça que je voulais dire. Exactement. C'est vrai. Il faut déjà je crois qu'on l'a déjà rectifié 2 ou 3 fois. Ouais, faut même le faire une fois par mois quand on a votre cadence de création de contenu et vos ambitions, c'est top de le faire. Voilà ce qu'on voulait vous dire et vous présenter sur cette étude de cas. On est disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas par rapport à vos enjeux liés à l'acquisition, peut-être à vos enjeux liés à l'outbound aussi. Encore une fois, l'inbound ne remplace pas l'outbound, il est complémentaire. Et ça s'appelle l'allbound maintenant. Oui. Une session, c'est une visite sur le site internet qui peut amener... Alors, je vais répéter la question pour la vidéo. Donc, sur la slide, celle-ci, les 58% de sessions, à quoi ça correspond? C'est l'évolution, en fait, de nombre de visiteurs. Là, c'est vraiment la personne physique qui vient sur le contenu. Un visiteur, après, peut avoir plusieurs pages visitées. Voilà. Et on distingue souvent les deux dans les tableaux de bord marketing, justement. Ça permet de voir s'il y a de la multitouche. C'est-à-dire un nouveau visiteur vient et va consommer plusieurs pièces de contenu. Ça peut être un article de blog, parce qu'en général, ça arrive par là, le trafic. Mais ensuite, sur une page service ou une étude de cas associée, une landing page par rapport à un lead magnet, etc. Et le but du jeu, c'est vraiment ça, c'est d'augmenter le nombre de pages vues
en moyenne en B2B, un contact qui se convertit, tout type de conversion confondue, que ce soit pour du nurturing ou de la génération de demandes, c'est 8 pages. C'est une moyenne. Une session est une visite. Et une visite peut avoir plusieurs pages consommées. Et comment on l'a augmenté? En fait, sur le site de Fairlymed, il y avait un seul formulaire. Là, on en a créé beaucoup plus en créant plus de contenu. Donc, il y a eu la page e-book, il y a eu l'inscription à la newsletter, il y a eu des blogs aussi. Et donc, ça a permis d'avoir un boom aussi des formulaires. Je ne sais pas si on l'a fait avec vous, mais dans les formulaires HubSpot, on peut utiliser le principe de formulaire intelligent, et ça c'est top. C'est-à-dire que dès lors que sur un contact on connaît le nom de l'entreprise par exemple, on peut se dire que dès qu'il revient télécharger un nouveau formulaire, si on a ce champ-là, on le remplace par une nouvelle information. Exemple, quel est votre budget marketing? On met un menu déroulant avec des fourchettes, etc. Et ça permet de faire de la surqualification dans la durée. Parce que souvent, en fait, un contact revient sur nos contenus et retélécharge d'autres sujets, quoi. Et c'est vrai qu'on l'oublie et on peut le coupler au lead scoring, et ça c'est plutôt vertueux. Peut-être que certains ou certaines veulent amener un enjeu fort de leur marketing aujourd'hui. Juste pour information, dans la salle, il y a combien de marketing managers et combien de sales? Je suis assez curieuse. Levez la main les marketeurs. Ok, les sales ne sont pas venus faire leur devoir. Quand on n'a pas d'équipe sales, comment on fait? Comment on fait quoi? Comment on fait le closing derrière? Ouais. Donc, ce que Kelly veut dire, ce qu'on s'est rencontrés aujourd'hui, Kelly est dans l'éducation, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de commerciaux, en fait, c'est des consultants qui s'occupent, j'imagine, de l'administration du dossier, etc., de sa complétion. Ouais. En fait, il faut partir du principe que les commerciaux, c'est eux dans leur casquette. C'est plus dans le tunnel de vente qu'il faut adapter à votre secteur d'activité les différentes phases. Il faut mettre en place le côté administration, etc. Je pense qu'il faut réfléchir en termes d'expérience d'acquisition d'étudiants dans votre cas. Et il faut faire en sorte que cette expérience d'acquisition parte des contenus inbound et se poursuivre à chaque étape de ce tunnel de vente-là. Par exemple, on peut pousser des mails pour que la complétion des candidatures soit un peu plus sympa, qu'il y ait votre branding, etc., que ça renvoie vers des contenus complémentaires. Ça peut être par exemple les fascicules des formations, ça peut être des articles de blog, des mises en situation d'alumni, etc. C'est des choses qui marchent très très bien. Donc en fait, c'est la même chose, sauf que les commerciaux sont les consultants.